Merci Jean-Marc de cet exposé très riche et je dirais très puissant. Je ne commenterai pas la formule de Schoenwald sur le cosmopolitisme processuel parce qu'il sera notre invité dans le séminaire. Avant d'entrer dans la discussion sur le fond, en quelque sorte, de l'exposé, qui est d'enrichir la notion de cosmopolitisme, en tout cas de l'arracher à ses simplifications. Je pense que la critique, effectivement, des visions à la David Held ou à la Archibugui est très important, car aujourd'hui, l'idée cosmopolitique est trop souvent rabattue simplement sur une sorte d'intégration dans une dimension unique des différentes formes politiques. Et je crois que cette compréhension, ou ce retour à une compréhension pluraliste et articulée du cosmopolitisme est absolument essentiel. Mais avant d'en venir à échanger quelques arguments sur cet élément-là, il y a des points qu'il me semble important de discuter. C'est effectivement de comprendre aussi l'évolution du fonctionnement européen. Pourquoi est-on passé d'un fonctionnement qui était lié au rôle de la Commission à un retour ou un développement de l'intergouvernemental? C'était quelque chose de fondamental dans la période à venir. Alors, quelle est la raison de cette rupture? Il peut y avoir plusieurs facteurs explicatifs. On peut dire que cela tient à des éléments de personnalité, car lorsque, à la fin, il est fait référence à la construction, à la nécessaire construction de ce qui ne soit pas simplement un pouvoir, mais une autorité, la définition même de l'autorité, c'est d'être une institution invisible, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de trop argumenter et de ne pas avoir besoin de moyens de pression. C'est-à-dire, c'est la force de conviction, en quelque sorte, qui est décisive. Est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène fondamental en Europe? C'est que la différence de personnes entre un Delors et un Barroso fait que l'un pouvait avoir de l'autorité et l'autre moins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dimension des personnalités? Deuxième facteur explicatif peut-être de cette régression, je dirais, d'un fonctionnement institutionnel centré sur la Commission, un fonctionnement qui retourne vers l'intergouvernemental, est-ce que ça n'est pas lié aussi à la gravité de la crise et à l'ampleur des décisions à prendre qui nécessitaient de mettre en œuvre des moyens qui n'étaient plus simplement ceux dont disposait la Commission. Les moyens dont disposait la Commission au début de la crise de l'euro étaient de l'ordre d'une 50aine de milliards, alors qu'il a fallu en débloquer 10 fois plus. Donc il y a ce deuxième facteur peut-être. Alors j'aimerais bien examiner aussi un troisième facteur qui est celui des conditions de l'élargissement. La Commission a été, je dirais, à son acmé avec Jacques Delors, avant même l'intégration des pays est-européens. Et Jacques Delors est à la fois le moment, je dirais, de prise de pouvoir de la Commission et en même temps le moment de basculement. Il y a eu les deux avec Jacques Delors. Donc, en termes historiques, il me semble important de redire quelques mots sur ce basculement, qui effectivement est un phénomène absolument majeur. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être intégrer, pour comprendre ce basculement, la fonction nouvelle de Van Rompuy. Parce que Van Rompuy, qui est le président du Conseil, en quelque sorte, est celui qui joue le rôle de médiateur ou de pré-négociateur entre les différents chefs d'État. Et qu'à cet égard, son rôle est peut-être plus important aujourd'hui que celui de Barroso. Donc sur cette évolution historique du modèle je dirais, du pouvoir de la Commission, un retour au Conseil, pour simplifier, est-ce que tu pourrais préciser un certain nombre d'éléments, parce qu'il me semble que ce basculement sur lequel tu as insisté est absolument décisif et peut-être même le cœur de l'évolution, certains diraient, de la régression européenne actuelle. Donner l'explication, je n'en suis pas capable. Je peux donner des éléments, à mon avis, parce que d'abord, je daterai volontiers ce basculement
de Maastricht, du traité de Maastricht. C'est là d'ailleurs que nous avons fait vraiment ample connaissance à cette occasion, n'est-ce pas, donc j'avais avec Paul Thibault développé cette discussion sur l'Europe, et à l'époque donc du traité de Maastricht, je me souviens que les gens proches de Delors à la Commission européenne ont vécu ce traité comme un coup de poignard dans le dos. Ils ont vécu cela comme un très méchant coup. Et bon, c'est un peu subjectif comme vision des choses, mais avant le traité de Maastricht, ces personnes auxquelles je pense, et en particulier les fonctionnaires de la cellule de prospective de Jacques Delors, c'est-à-dire de Jérôme Vignon, qui dirigeait cette cellule, étaient passionnés et fervents de la cause européenne, avec, j'ose le dire, chacun ayant plus d'imagination institutionnelle et autres, et prospective justement, que 10 universitaires réunis. Et du jour au lendemain, ils étaient déprimés. Ils ont vécu cela très mal. Que s'est-il passé? On a dit, oui, on critique l'Europe, on dit, il y a un déficit démocratique, c'était le mot à l'époque. Je pense qu'il est toujours en vigueur d'ailleurs. Eh bien, voyez-vous, on va bien lutter, on va bien pallier ce déficit démocratique parce que maintenant, on va transférer le pouvoir aux politiques. Sous-entendu, le politique, c'est-à-dire le Conseil européen, qui est politique, effectivement, puisque c'est les chefs d'État de gouvernement, plus, comme un os jeté à Cerbère, on va renforcer les pouvoirs du Parlement européen. Alors vous voyez, c'est très politique ça. On retire le pouvoir aux bureaucrates, aux technocrates de Bruxelles, et on le donne aux politiques. Donc plus de déficit démocratique. C'était ça la rhétorique, n'est-ce pas? Ce que je pense, c'est qu'il y a eu, paradoxalement, avec ce basculement du pouvoir de la Commission vers le Conseil, également un basculement de la méthode communautaire vers la méthode intergouvernementale, et cela a nui à l'originalité de la pratique de concertation et de coordination. Je pense aussi que c'est cela qui a favorisé la tentation du pouvoir, parce que l'on a commencé à comprendre que le vrai pouvoir, c'était le pouvoir européen en Europe. Et pour avoir le vrai pouvoir, il faut être dans le leadership. Et on est prêt, je dis comme je pense, à beaucoup de concessions auprès des Allemands pour être à côté d'eux et avoir le leadership avec eux. Et je pense que c'est ça le phénomène Merkozy. Maintenant, évidemment, là, on n'en est plus là. Hein. C'est plus le grand amour entre Merkel et Hollande, n'est-ce pas? Et il y a d'autres stratégies qui ont été tentées et qui n'ont toujours pas réussi, et je ne sais pas où l'on va exactement. Mais voilà, il y a eu cette orientation vers un intergouvernementalisme rationalisé dans le sens bicéphale, et Pierre a bien raison de demander si ça n'avait pas son efficacité et son utilité, notamment puisque, comme je l'ai dit, l'Union européenne est en souffrance d'un sujet, elle a besoin d'autorités de décision rapides et efficaces. Donc, il y a eu cet avantage. Il y a eu cet avantage tant que France et Allemagne étaient, du moins en apparence, à l'unisson. Mais il faut savoir quand même que Nicolas Sarkozy a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin pour s'entendre à ce point avec Angela Merkel. Parce que Nicolas Sarkozy n'était pas du tout favorable au statut de la Banque centrale européenne. Tu te souviens comme il a tiré à boulet rouge contre Trichet. Et dans les derniers moments de sa campagne présidentielle, on a vu quelles étaient ses véritables positions, mais c'était trop tard. Donc, ce que je crois, c'est qu'il a fait beaucoup de concessions pour participer au leadership européen. Donc ça n'a pas forcément été à l'avantage de la France. Voilà, Van Rompuy est certes un médiateur intelligent, cultivé, mais très, très discret.
et c'est aussi pour ça qu'il est là. Tandis que Barroso, dont je ne fais pas d'opposition systématique, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'il ne fait pas le poids. Et en revanche, ces déclarations fracassantes, il faut retourner à la méthode communautaire, l'intergouvernemental, ça suffit, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Il n'a absolument pas, ce n'est pas une question seulement personnelle, j'aimerais juste dire un mot là-dessus. Institutionnellement, il ne fait pas le poids contre le Conseil. Et si, comme tu le dis, ce n'est pas une question de personne. Si Barroso est venu à la suite de Delors, c'est justement un effet et non pas une cause. C'est-à-dire, c'est parce qu'on ne veut plus de fortes personnalités à la tête de la Commission. Pourquoi? La Commission, dans le système du pouvoir européen, est le seul qui soit en situation constitutionnelle d'être un gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est la seule instance, à la différence du Conseil, qui puisse être mise en responsabilité politique. Le Conseil, la responsabilité politique du Conseil ne peut pas être mise en cause, puisque le Conseil est légitimé par ailleurs. Il n'y a que la Commission qui soit en position constitutionnelle d'être un gouvernement. Or, la situation est très simple. Il est dans cette situation constitutionnelle. Delors a une personnalité qui mérite que l'on fasse la réforme dans le sens qui semblait naturel, c'est-à-dire asseoir la légitimité démocratique de la Commission pour qu'elle soit enfin le gouvernement qu'elle a vocation d'être. Et là, du coup, eh bien, les dirigeants européens voyaient le pouvoir européen leur échapper. C'est comme ça que je m'explique les choses. On peut dire que Jacques Delors était un modeste puissant, c'est-à-dire qu'il a aussi pris le pouvoir et l'ascendant en tant que président de la Commission en jurant en permanence les grands dieux qui n'étaient que l'homme des petits pas. Et lorsqu'il a obtenu de participer aux réunions du G7 et des réunions du G20, ça lui a donné tout d'un coup un ascendant absolument extraordinaire, alors que c'était présenté simplement comme une participation technique. Et cette participation technique est devenue de fait une participation politique de premier plan. Donc il y a bien tout de même deux phénomènes différents dans l'évolution des institutions européennes. Ce qui tient aux personnes et ce qui tient aussi à la conjoncture. Parce que jusqu'à Delors, la politique des petits pas, de la bicyclette, pouvait effectivement être considérée comme la meilleure des politiques. C'était changer l'Europe sans paraître véritablement le faire. Alors qu'à partir du moment où il y a eu la crise de 2008 et puis après la crise de l'euro, il fallait effectivement que les choses, les formes de pouvoir soient beaucoup plus visibles. Oui, mais avant cela même, me semble-t-il, dès la fin du siècle écoulé, il était, me semble-t-il, devenu clair dans la conscience de beaucoup que le pouvoir européen, les décisions prises par l'Union européenne avaient un impact politique considérable, que l'essentiel maintenant se jouait à ce niveau. C'était une conscience très claire du côté des syndicats. Bon, ils le savaient, et pas seulement les syndicats agricoles, l'ensemble des syndicats avaient fini par intérioriser cela, n'est-ce pas? Et il y a eu peut-être quelques petites phrases maladroites, y compris de Jacques Delors lui-même, faisant penser que, au fond, 80% des mesures locales étaient engagées par les décisions européennes. Et donc on a réalisé l'impact de l'Europe. On a réalisé d'un coup que ce n'était pas une petite mission technocratique par délégation. On a réalisé que c'était le lieu du pouvoir. Et donc là se pose d'un seul coup, très brutalement, un problème de légitimation démocratique énorme, ou de légitimation politique. C'est-à-dire, comment peut-on continuer à fonctionner sur cette idéologie fonctionnaliste de l'engrenage des petits pas, avec la métaphore du vélo, etc. Tout ça allait très bien dans les premiers temps, c'était d'accord, n'est-ce pas? Mais je pense à partir de Maastricht,
il a fallu véritablement changer tout à fait de style politique pour légitimer la poursuite du processus européen. Et quel a été, juste pour dire un dernier mot sur la compréhension du basculement historique, quel est le rôle qu'a joué le fort élargissement qui a eu lieu à ce moment-là dans ce processus? Il a été progressif parce qu'au début, c'était à cette époque-là, l'élargissement n'a concerné que 3 pays, c'est-à-dire donc bon, vous venez d'y avoir la réunification, n'est-ce pas? Donc l'Allemagne était réunifiée, mais il y avait la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Voilà, c'était les 3 pays qui ne posent pas, à mon avis, le moindre problème en ce qui concerne l'inclusion dans l'Union européenne. Là où les problèmes ont commencé à se poser, c'est avec les élargissements ultérieurs et surtout avec les derniers élargissements aux Balkans. Mais déjà, avant cela, il y a eu des dissidences, on se souvient de Vilnius notamment, avec les Baltes, et avec une espèce de coalition qui se faisait avec le Royaume-Uni, les pays baltes, sur la question de la deuxième opération du Golfe, et qui avait beaucoup fâché Jacques Chirac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où Jacques Chirac a dit sans embâche à ces peuples qui s'étaient réunis au sommet de Vilnius qu'ils avaient raté une bonne occasion de se taire et qu'il y avait un principe européen qui était la civilité, que la moindre des choses, avant de faire une dissidence de cette importance sur une question aussi grave que la deuxième guerre du Golfe, il fallait au moins en parler préalablement avec les partenaires européens. Donc là, on a senti qu'il y avait un clash, et un clash qui allait de pair avec le clash transatlantique. Avant de terminer par une question sur le fond, je crois qu'il y a différents aspects très importants qui ont été dit dans l'exposé, et notamment la nécessité de bien distinguer ce qui est de l'ordre d'un traité et ce qui est de l'ordre d'une constitution. Et on peut dire que dans la volonté de gonfler un traité en une pseudo-constitution, il y a eu aussi une erreur politique manifeste. Il y a un parallèle dans l'histoire de France qu'on peut rappeler, c'est que la façon dont les lois constitutionnelles de 1875 ont été adoptées ont été le résultat d'une sorte de processus de négociation progressif et jamais conçu de façon globale. Oui. Et donc la manière dont tu as parlé de la possibilité de concevoir la Constitution comme celle des principes fondamentaux et d'accrocher à ces principes fondamentaux des arrangements institutionnels, au fond, ressemblerait assez au modèle de la Constitution de 1875, me semble-t-il. C'est un parallèle historique, en tout cas, que l'on peut faire. Une deuxième réflexion sur le cours de l'exposé, sur les conditions dans lesquelles le néolibéralisme s'est imposé. Je crois qu'il ne s'est pas imposé, le néolibéralisme, comme doctrine philosophique. Il s'est imposé à travers la figure du consommateur. C'est parce que le consommateur est apparu comme le véritable sujet européen, et non pas les citoyens européens, que le néolibéralisme a pu s'imposer. Et parce que le consommateur, c'est ce qui apparaissait le moins coûteux à construire, le plus simple à construire et peut-être le plus immédiatement sensible. Et que là, effectivement, la dimension de civilité, la dimension de citoyenneté a été en quelque sorte progressivement un petit peu oubliée par cette sacralisation implicite du consommateur. Car la grande direction européenne, c'est tout de même celle de la concurrence. C'est la direction de la concurrence qui est le moteur, pourrait-on dire, du fonctionnement européen depuis un certain temps. Et il est le moteur parce que, faute d'accord sur les figures du citoyen à défendre, eh bien, c'est le plus petit dénominateur commun de la figure du consommateur qui a, en quelque sorte, est devenu le cœur de la construction européenne, quoi. Alors maintenant, pour terminer par une question de fond que je poserai d'une double façon.
Premièrement, pour aller dans le sens qui me semble très, très puissant et très intéressant dans l'exposé, c'est justement de dire qu'il faut développer des formes de politique horizontale. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de très puissant. Je crois que les exemples qui sont donnés dans l'ordre de la publicité, dans l'ordre de l'interparlementaire, par exemple, sont très puissants. Mais quid du volet social sur lequel l'exposé s'est terminé? Parce que le volet social, l'interparlement, je dirais, développer une politique horizontale, ça ne coûte rien. Il faut vouloir le faire politiquement. Et c'est une haute compréhension, justement, de la construction européenne comme un élément dans l'histoire du cosmopolitisme. Mais, et ça, je crois que c'est l'acquis très philosophique et même institutionnel qui me semble tout à fait central dans l'exposé. Et j'invite tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui à se retourner pour approfondir cette question sur les ouvrages que j'ai mentionnés tout à l'heure, et notamment celui Europe, la voie kantienne de 2005 et celui La République crépusculaire, comprendre le projet européen de 2010. Mais comment passer de cette vision, je dirais, d'un développement politique d'une vision horizontale à une politique redistributive, étant donné que là, il y a évidemment un problème fondamental de ressources qui est en jeu à un moment même où ces droits sociaux sont malmenés au niveau national même. Donc je crois qu'on pourrait peut-être terminer par quelques mots de réponse sur cette question. Très bien. Ben, écoute, bien volontiers, si tu permets, je vais me concentrer justement, parce que j'aurais évidemment des choses à dire sur la loi d'organisation des pouvoirs publics de la Troisième République, qui n'était pas appelée Constitution, sur le néolibéralisme et cette façon de privilégier l'avantage du consommateur. Mais allons directement à cette question de l'horizontalité sur le volet social. Tout d'abord, mais en liminaire, j'aimerais quand même faire valoir par rapport à ce tableau. Voyons, je crois que j'ai un petit engin qui va me permettre, oui, de pointer ici. Voilà. Au deuxième niveau, les droits fondamentaux, droits des gens, qui en principe est le concept normatif du droit international général, mais qui dans l'Union présente des caractéristiques tout à fait originales. C'est que les principales valeurs qui sont attachées aux droits fondamentaux de premier niveau, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire intégrité pour les droits civils, participation pour les droits civiques, solidarité pour les droits sociaux et personnalité ou identité pour les droits moraux, eh bien, ces valeurs sont transposées au deuxième niveau. Ça, c'est unique dans l'Union. Bon, je ne peux pas développer longuement, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas seulement les valeurs d'intégrité comme ce que nous connaissons dans le droit international général, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, par exemple, la non-ingérence, etc., mais aussi la participation beaucoup plus effective dans l'Union que dans le droit international général, donc mais également la solidarité. Et aussi la personnalité, c'est la reconnaissance des langues, des cultures différentes, etc. Mais parlons de la solidarité, c'est-à-dire l'équivalent au plan des relations entre les nations au sein de l'Union de ce qu'est le droit social ou ce que sont les droits sociaux au plan des relations entre les nationaux à l'intérieur des États membres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a transposition, c'est-à-dire que c'est le seul cas, c'est l'Union européenne est le seul cas où s'ébauche un mécanisme redistributif de solidarité. Vous avez évidemment la politique agricole commune, c'est classique, mais vous avez les fonds sociaux, vous avez les fonds structurels qui doivent aussi lutter contre la désertification économique qui menace certaines régions de l'espace européen et qui doit en principe aider considérablement avec un effet de levier au développement des énergies de substitution, au développement des réseaux numériques et des réseaux ferroviaires et routiers, et puis la recherche et le développement. Donc tout ça, c'est des impulsions, parce que le budget, ce n'est pas grand-chose. Ça fait moins, en ce qui concerne les fonds structurels, ça fait moins d'1% du PIB. 0,3%. Bah oui. Et donc,
on pourrait dire qu'il faut le développer considérablement. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait déjà le principe de la redistribution qui soit instauré, et de considérer aussi que c'est un rôle d'impulsion qui est donné à ce niveau par le cadre financier pluriannuel, qui aurait dû en effet développer son budget bien davantage qu'il ne l'a fait, plutôt que de restreindre le budget. Je considère que c'est irresponsable. C'était vraiment le moment de faire la relance par ces politiques structurelles. C'est évident, puisqu'on ne peut pas les faire. Aujourd'hui, c'est bouclé sur le plan conjoncturel. La seule planche de salut, et à mon avis, aux yeux des responsables de tout le sud de la zone euro, c'était évidemment le cadre financier pluriannuel 2014-2020, c'est-à-dire ces fonds structurels. Alors c'est là qu'il s'agissait de développer. Et pourtant, montait en puissance, y compris dans les instances concernées, n'est-ce pas, par ces fonds structurels, cette idée de l'importance du capital humain, et donc des investissements proprement sociaux, en matière de santé et d'éducation, puisqu'il y a des ouvrages récents qui montrent une corrélation extrêmement forte entre le niveau moyen de la santé, l'égalité redistributive, et aussi, on pourrait dire, les performances économiques. Donc le développement humain, un peu au sens de Amartya Sen, revêt une importance croissante, c'est-à-dire doter les individus de ce qu'on appelle, dans le langage de Sen, des capabilities, des capacités d'action, pas seulement des droits, mais les moyens d'utiliser leurs droits, c'est-à-dire d'avoir les ressources, en quelque sorte, d'alphabétisation, de santé, etc., qui leur permettent de tirer parti des opportunités qui leur sont offertes. Alors, cela pour dire concrètement maintenant, ce qu'il faudrait, mais évidemment j'ai un peu peur de parler parce que ça reste utopique, c'est l'instauration de minima sociaux transversaux. Aussi, parce que, voyez-vous, juste quand même quelques exemples. Imaginons qu'on soit 30 dans l'Union et que quelqu'un veuille travailler 1 an dans chaque pays de l'Union. Au bout de 30 ans, ou mettons 1 an et demi, au bout de 45 ans, qu'est-ce qu'il touche comme retraite? Rien. Donc, voyez-vous, cela pour dire, non pas pour dénoncer l'absence d'Europe sociale comme ça dans l'abstrait, c'est pour dire que si l'on veut une circulation des personnes, et il y a un déficit de migration à l'intérieur de l'Union, un gros déficit, on comptait bien sur des fortes migrations, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on a favorisé bien évidemment la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, mais pas des personnes physiques. Déjà, de façon naturelle, les personnes physiques sont moins mobiles que les entreprises, pour des raisons évidentes. Mais avec ces obstacles sociaux à la libre circulation et la libre installation des personnes physiques, vous avez des arbitrages qui se font en faveur des États les moins-disants sociaux, environnementaux et fiscaux, bien entendu, n'est-ce pas? Si c'est les entreprises qui arbitrent, il est évident qu'elles iront là où il y a le moins de servitude et où les coûts sociaux sont les plus bas. Alors on peut dire d'un point de vue libéral, bah oui, très bien, une redistribution va se faire. Mais en attendant, il y a des gens qui souffrent. Et il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, il faudrait instaurer un socle social de base afin qu'il y ait une concurrence équitable et que les intérêts proprement libéraux pour la libre circulation et la libre installation puissent être honorés, que la circulation soit réellement libre. Donc, ne serait-ce que pour des raisons libérales, il faut un socle social. Merci. Nous terminons en méditant sur les conditions dans lesquelles nécessité doit faire loi. Merci Jean-Marc, c'était très intéressant.